Souvent, quand les gens pensent à l'investissement en bourse, ils voient ça un peu de manière monolithique, c'est-à-dire tiens, on va investir en bourse, tu vois. Comme si la bourse était une entité uniforme, c'était un truc et on met de l'argent sur la bourse. On peut investir par exemple dans l'immobilier, on peut investir dans la bourse et voilà, la bourse c'est un espèce de truc monolithique où tout est pareil, tout est mélangé, etc. Tu vois l'idée, Dre? Oui, ils connaissent pas le détail, ils voient pas le détail, les multiples possibilités au sein même de la bourse, les différentes options possibles d'investir. Alors que qu'est-ce que c'est la bourse? La bourse, c'est juste une place de marché. C'est pas une classe d'actifs. C'est un outil qui permet d'échanger des choses. Donc c'est une place de marché dématérialisée qui permet de faire des transactions. Ce qui est important de comprendre, c'est que finalement en bourse, tu peux acheter des choses qui sont totalement différentes. Déjà, tu as plein de places de marché. Tu as des places de marché aux États-Unis, tu as des places de marché en Asie, tu as des places de marché en Europe. Et tu vois, acheter sur la place de marché de Hong Kong, c'est pas la même chose que Singapour, aux États-Unis ou que la place de Paris, quoi. Tu vas avoir des entreprises qui sont foncièrement différentes et qui vont avoir un profil différent. Donc déjà, de par la place de marché, déjà tu achètes pas la même chose. Ensuite, tu as des entreprises qui ont des tailles totalement différentes. Tu as des entreprises en milliards de dollars de capitalisation, donc ça veut dire c'est le prix théorique du business tout entier. Et ce qui est intéressant de réfléchir en détail à qu'est-ce que c'est la bourse et qu'est-ce qu'on peut acheter et diviser finalement ce qui est achetable en bourse en différentes classes d'actifs, c'est parce qu'en fait, tout ne bouge pas pareil. Il y a des choses qui sont corrélées les unes avec les autres, il y a des choses qui sont pas forcément corrélées avec les unes avec les autres. Et les gens voient finalement le risque en bourse, c'est le fait que leur argent peut fluctuer, tu vois, le fait que demain, une action qui coûte 100, elle peut valoir 90 ou elle peut valoir 120. Et donc, ils se focalisent sur la volatilité et ont cette mesure du risque-là. Donc, les gens voient le risque. Quand ils pensent bourse, ils se disent, tiens, c'est des trucs qui fluctuent. Alors que l'immobilier, c'est stable, les prix évoluent pas et ça monte jusqu'à l'infini d'un petit peu, je sais pas, 2% par an, quelque chose comme ça. Le problème, c'est que les gens, en fait, comprennent pas vraiment ce que c'est le risque quand ils investissent en bourse. Le risque, c'est pas la volatilité. Enfin, ça, c'est le concept célèbre de Benjamin Graham, qui est le Mr. Market. C'est imagine que demain, t'as quelqu'un qui frappe à la porte de ta maison et qui te dit, tiens, ton appartement, il vaut 100 000 euros. Le lendemain, il retape à la porte, il te dit, il vaut 120 000 euros. Après, le lendemain, il retape à la porte et il te dit, il vaut 90 000 euros. Tu lui dis, non, mais je m'en fous, c'est pas à vendre. Je suis bien chez moi, en fait. Tu t'en fous. Et c'est comme si t'étais forcé d'écouter tous les jours le gars qui tape à la porte et qui t'annonce un prix. Des fois, les prix sont délirants. Ils montent à la hausse, ils montent à la baisse, etc. Mais ça change pas la valeur de ton appartement et que t'es bien dedans et que cet appartement, si tu le louais, il pourrait te rapporter tant. Finalement, tu t'en fous de ce que les autres veulent te racheter à un instant T. Si tu as une vision d'investissement où tu investis à long terme, tu as différentes façons de gagner de l'argent. Et c'est ça qui est important à comprendre parce que ça change la mesure du risque. En bourse, tu as deux façons de gagner de l'argent. Soit tu as un retour financier par l'entreprise elle-même que tu rachètes, c'est-à-dire que tu dépends de la capacité de l'entreprise à te rendre de l'argent, par exemple soit sous forme de dividendes, soit sous forme de rachat d'actions. Donc là, c'est un retour aux actionnaires où l'entreprise va utiliser son cash pour le rendre aux actionnaires. Ou tu peux gagner de l'argent aussi parce que le business est vu d'une manière différente par le marché et le marché est prêt à payer plus cher pour un business. Dans un cas, tu dépends de la psychologie des foules. Dans un autre cas, juste tu dépends de l'entreprise elle-même. Donc c'est pas du tout le même risque. Et donc c'est là qu'il faut comprendre, on peut classer des actions en différentes catégories. Et c'est ça qu'on va essayer d'expliquer. Tu as des actions qui ne font pas de bénéfices. Si tu prends le cycle de vie d'une entreprise, tu as des profils d'entreprise qui sont un peu des entreprises adolescentes. Et en général, ces actions-là vont être plutôt en croissance. Et finalement, la perspective d'évolution du business, c'est de gagner énormément de parts de marché, de développer le chiffre d'affaires, etc. Ces entreprises-là, il peut arriver par exemple qu'elles soient en perte. Elles dépensent de plus en plus et ces coûts-là se retrouvent dans le compte de résultat. Et par conséquent, l'entreprise est sans cesse en perte chaque année parce qu'elle remet au pot pour essayer de développer de plus en plus le chiffre d'affaires. Elle est en train de scaler, quoi. Donc ça, c'est des entreprises qui sont en croissance. Ce type d'entreprise-là, elle va plutôt garder son capital et pas forcément le rendre aux actionnaires parce qu'avec ce capital-là, elle va pouvoir investir dans des locaux, elle va pouvoir acheter des machines, elle va pouvoir racheter d'autres business, elle va avoir des opportunités
qui est peut-être plus intéressant de garder le cash dans l'entreprise pour pouvoir le réinvestir. Et à un moment donné où en fait l'entreprise elle devient adulte, elle devient plus mature, elle a moins de perspectives de croissance, peut-être qu'elle continue à croître mais c'est plus les mêmes multiples, tu vois. Elle a plus 20% de croissance par an, elle va se retrouver maintenant, elle est adulte, elle continue à grandir et là elle va croître de 5-6% par an son chiffre d'affaires, elle commence à avoir du bénéfice qui s'accumule, etc. Et là se pose aussi la question de l'allocation de capital, de qu'est-ce que je fais, est-ce que je rends aux actionnaires, est-ce que je rachète d'autres boîtes, etc. Voilà. Ensuite, après, tu vas avoir des entreprises qui sont matures, elles ont plus forcément autant d'opportunités d'allouer leur argent, peut-être qu'elles font plus de croissance, même voire même qu'elles peuvent être sur un léger déclin qui est très lent. Et là, qu'est-ce qu'elles vont faire? Elles vont chercher plus à le rendre aux actionnaires de manière énorme, elle va avec des énormes dividendes, avec des rachats d'actions massifs, etc. Et ensuite, après, tu as l'entreprise qui est en liquidation. Donc, ça fait une espèce de courbe en cloche de la durée de vie dans l'entreprise. On a vu que tu vois, tu avais certaines caractéristiques suivant l'âge de l'entreprise. Et cette catégorisation est intéressante, mais elle pose pas mal de problèmes et c'est une vision un peu étriquée. Et, par exemple, c'est possible pour une entreprise de croître et en même temps de rendre de l'argent aux actionnaires. Traditionnellement, on a tendance à dire oui, il faut que l'entreprise garde son argent parce qu'elle va faire des acquisitions, etc. Tout ça, l'argent est mieux utilisé dans le business pour des entreprises adolescentes. Mais si tu as un excellent business, potentiellement, tu es capable de créer de la croissance sans dépenser d'argent. Tu crées de la croissance parce que, en fait, ton entreprise, elle est tellement bonne que, je sais pas, par un aspect technologique ou parce que tu résous quelque chose de vraiment très précis que personne d'autre peut faire, tu vas continuer à croître parce que l'inertie du business va faire que tu cherches à croître. Et en même temps, l'entreprise n'a pas besoin d'argent, du coup elle va tout rendre aux actionnaires. Et si t'es un peu gogol, comme la plupart des gens tu vois en finance, tu te dis ça serait mieux que cette entreprise garde du cash. Bah non, elle en a pas besoin. Elle va pas garder du cash et ne pas savoir quoi en faire. On voit que cette catégorisation sur le cycle de vie d'une entreprise, il n'est pas si évident que ça. Mais c'est déjà une première façon de concevoir déjà t'as quel type d'entreprise. Ça peut être un type de label. Bah tiens, ça c'est une entreprise qui est au début de la phase de vie. Tu vois aussi par exemple on dit que les entreprises matures, elles ont tendance à décliner et en même temps au contraire, t'as des boîtes qui sont là depuis 100 ans et qui en termes de probabilité théorique, on peut estimer que si elles sont là depuis 100 ans, elles ont encore plus de chances de durer dans le futur. Donc tu vois, ça vient contrebalancer cette théorie-là. Donc c'est pour ça que je dis qu'il y a des limites à cette théorie-là, mais c'est une manière de juste de concevoir finalement ton type d'entreprise. Maintenant, quand tu as compris que tu peux classer ton entreprise avec cette grille de lecture-là, tu as d'autres lectures qui sont intéressantes. Et c'est ça qui est intéressant pour comprendre le risque. Donc là, c'est ce qu'on va expliquer. Là, on va par exemple expliquer la différence entre le value et le growth. Qu'est-ce que c'est? Les entreprises value, c'est des entreprises qu'on considère décotées. C'est-à-dire qu'elles coûtent pas cher suivant certains critères. Ça peut être par rapport à ce qu'elles possèdent. Par exemple, c'est possible d'avoir des actions en bourse dont la capitalisation totale, donc le prix théorique de l'entreprise, soit inférieur, par exemple, avec ses actifs tangibles. Donc ça veut dire avec ce qu'elle possède très concrètement. Tu peux retrouver des boîtes qui sont en dessous de leur valeur comptable, par exemple. Donc là, tu vois, elle est value par rapport à sa valeur comptable. Ça peut être son chiffre d'affaires ou par rapport à son bénéfice. Quand tu as des entreprises qui sont value, qui sont décotées, en général, c'est les mal aimés du marché. C'est-à-dire que le marché voit pas forcément de qualité dans ces business-là et donc est pas prêt à payer très cher ces business-là. C'est normal que certains business qui ont moins de risques intrinsèques de finir au tapis, finir en liquidation, se valent plus cher. Mais aussi, on pourrait se demander, et ça c'est le postulat value par exemple, que dans une économie, en fait, l'économie a besoin d'énormément d'entreprises. Il faut qu'il y ait un maillage qui soit énorme et donc qu'il y a de la place pour énormément d'entreprises. Il est possible que le restaurant devant chez toi, il dure des centaines d'années parce qu'on a besoin du restaurant. Et des restaurants comme ça, tu en as besoin un peu partout dans le monde. Cette vision value va considérer que certes, il y a des business qui sont d'une qualité qui est différente et en même temps, c'est possible de trouver des entreprises qui sont décotées, qui sont essentielles et qui ne sont pas aussi pourris que ce qu'on peut penser parce qu'ils vont être là, l'entreprise va générer de l'argent et va être capable de le rendre aux actionnaires sous forme de dividendes, etc. Quand tu as une entreprise value, le risque, c'est que tu te trompes sur la valeur de l'entreprise, que tu te trompes sur la qualité de l'entreprise et son prix.
Là, le risque, c'est d'acheter de la poubelle, quoi, et d'acheter le truc qui va s'effondrer. Au contraire, l'opportunité, c'est que tu dépendes uniquement de la capacité de l'entreprise à te rendre directement en tant qu'actionnaire l'argent, et en même temps, l'opportunité que le marché change d'avis au futur et se mette à valoriser l'entreprise de manière beaucoup plus importante. Dans ce postulat value, l'opportunité, tu peux gagner de l'argent de manière double, c'est-à-dire que tu as une réévaluation du business et en même temps, tu as l'entreprise qui tout le temps te continue à te rendre de l'argent, etc. Au contraire, quand tu achètes des entreprises qui sont growth, c'est des entreprises qui sont en croissance et c'est des machines à croître, c'est-à-dire que depuis des années, elles croient et on estime que ça va continuer dans le futur. C'est quoi les avantages et les risques? Le risque, c'est qu'en fait, cette croissance ne vienne pas et du coup, les gens sont prêts à payer moins cher en termes de multiples et donc vont valoriser l'entreprise de manière beaucoup plus faible parce que dans leur valorisation, ils avaient intégré le fait qu'il y avait tant % de croissance. Donc le risque de l'entreprise en croissance, c'est que la croissance ralentisse. Maintenant, l'opportunité. De même que l'opportunité du value est extraordinaire, où je te parlais qu'on pouvait gagner sur les deux tableaux, quand tu achètes une entreprise growth maintenant, admettons que tu l'achètes 30 fois ses bénéfices, mais que pendant 20 ans, elle va croître de 15% par an en termes de chiffre d'affaires, en termes de bénéfices. En fait, si tu intègres cette croissance, aujourd'hui, même en ayant payé plus cher, tu te retrouves au final, dans 15-20 ans, à avoir énormément plus gagné parce que chaque année de croissance, finalement, réduit un peu la valorisation que tu as payée. Parce que toi, tu l'as payé à un instant T avec les bénéfices de maintenant, mais si les bénéfices sont x10 dans 20 ans, en l'ayant acheté aujourd'hui, en fait, tu l'achètes pas très cher par rapport à la valeur future. Tu vois, c'est l'avantage du growth. Entre ces deux catégories, on pourrait mettre aussi des entreprises de qualité. Tu vas pas forcément acheter les entreprises les plus décotées, tu vas pas forcément acheter celles qui ont la plus grande croissance, mais tu vas acheter des business pour lesquels leur qualité intrinsèque est bien supérieure parce qu'elles ont des avantages concurrentiels qui sont énormes, parce qu'on est sûr qu'elles vont être là dans 100 ans, dans 200 ans par exemple, et donc on est prêt à acheter plus cher avec moins de croissance. Parce que c'est pas la même chose. Si demain tu achètes une entreprise qui fait faillite dans 20 ans et une entreprise qui fait faillite dans 300 ans, tu vas pas attendre le même retour chaque année. Si l'entreprise fait faillite dans 20 ans, potentiellement tu vas vouloir avoir un retour normal sur ton investissement, plus tout l'argent que, entre guillemets, tu vas perdre dans 20 ans. Tu vas voir le prix du business peut-être qu'il faut amortir sur 20 ans en plus d'un retour normal aux actionnaires. Alors que si tu as un business qui théoriquement est perpétuel et qui fait jamais faillite, tu vas juste attendre un retour sur ton capital qui est beaucoup moins parce que tu n'as pas besoin d'amortir le prix de la liquidation. Et donc ça, c'est les entreprises plutôt de qualité où on va plutôt viser des entreprises qui sont leaders aujourd'hui, qui vont rester des leaders de demain, qui ont un très bon retour sur leurs capitaux. Le risque, il est moins celui de la liquidation, il est moins le dégonflement de la croissance parce qu'on en attend moins. Le risque, il est plutôt que l'entreprise au fil des années perd son avantage et perd justement sa qualité intrinsèque. Donc si l'entreprise continue à maintenir cette qualité-là, t'as plus ce risque-là. L'autre risque, c'est que potentiellement, tu peux avoir un coût d'opportunité par rapport à une entreprise qui fait que croître et du coup tu gagnes énormément d'argent au bout de 20 ans, ou au contraire, à l'entreprise value dont les multiples commencent à augmenter et cette entreprise qui était value devient une entreprise de qualité par exemple. Donc potentiellement, c'est des choix qui sont moins risqués, mais c'est aussi des choix où tu peux moins te tromper et potentiellement aussi avoir un retour à moyen terme qui soit moins important que les deux premiers, quoi. Et l'opportunité, t'as en fait beaucoup moins de chances de te tromper. T'es beaucoup plus sûr et donc c'est rassurant aussi d'avoir des entreprises de qualité. Mais tu vois, là déjà, dans ces trois catégories, on se retrouve avec des business qui sont différents et ces entreprises n'ont pas bougé sur les marchés de la même manière. Des fois, tu vas voir tous les growth qui se pètent la gueule. Pendant ce temps-là, les value montent. Il y a un moment donné où ces entreprises de qualité qui montent parce que tout le monde a envie d'en acheter. Les entreprises value stagnent. Et d'un autre côté, il y a certaines value qui se pètent la gueule. Et donc voilà. Moi, je suis plutôt un biais value parce que j'aime que le retour sur investissement dépendent plus de l'entreprise elle-même que finalement de la classe d'actifs en elle-même. Tu es moins en proie à comment les values sont valorisées. Si les entreprises value sont moins bien valorisées de manière générale, l'entreprise continue à te rendre de l'argent en tant qu'actionnaire, tu t'en fiches, même c'est peut-être l'opportunité d'en racheter. Donc c'est une autre vision de l'investissement et moi je préfère acheter des business comme si j'achetais le restaurant à côté, quoi. Tu vois, Warren Buffett, au départ, on dit beaucoup que il utilisait la stratégie de Benjamin Graham et que c'était
beaucoup plus value et que quand il a rencontré Charlie Munger, il s'est mis à faire beaucoup plus de qualité. Et c'est cette fameuse phrase: je préfère acheter un business exceptionnel à un prix correct qu'une entreprise correcte à un prix exceptionnel. Ça, c'est la fameuse phrase des gens qui sont quality et qui disent que c'est mieux de faire ça. Tu vois. Après, tu vois, cette classification, dégommons-la, parce qu'elle est un peu coconne aussi, c'est que souvent, quand tu te dis que tu achètes des actions growth, c'est une excuse pour acheter des trucs qui valent extrêmement cher. Et au contraire, le value, ça peut être une excuse pour acheter de la merde. Oui, je l'achète, elle est pas chère. Oui, mais bon, si tu achètes de la merde pas chère, ça sera toujours trop cher. Et pareil, le quality, oui, j'achète Coca-Cola parce que ça sera là dans 2 ans. Sauf que tu te rends compte que Coca-Cola, il n'y a plus beaucoup de croissance, qu'ils gèrent pas forcément aussi bien leur argent qu'avant. Et donc, ça peut être aussi une excuse pour acheter quelque chose de beaucoup plus mature et entre guillemets moins risqué et du coup d'avoir une perf de merde, quoi. Au contraire, moi, par exemple, j'ai acheté une entreprise qui est extrêmement décotée, qui s'appelle Zen Game, qui a le Mahjong Sichuan numéro 1 en Chine sur les jeux mobiles. Bah, c'est une entreprise qui est hyper décotée. Quand je l'ai achetée, elle valait, je sais pas, entre 2 et 3 fois ses bénéfices. Sauf que c'est une entreprise qui est en croissance. C'est une entreprise qui est growth aussi, tu vois. C'est quoi? Elle est value ou elle est growth? Bah, en fait, elle est les deux. Il y a un moment donné où ces cases n'ont plus de sens. Et ce qui compte, c'est en fait qu'est-ce que tu achètes. Est-ce que tu comprends ce que tu achètes et comment tu vois ton investissement, par quelle manière tu as ton retour aux actionnaires, par quelle manière tu vas gagner de l'argent, est-ce que c'est l'entreprise, est-ce que c'est la manière dont l'entreprise va être évaluée. Et en fait là, tu te retrouves à faire du trading. C'est possible de faire du trading long terme et donc de faire de l'investissement via du trading. Mais voilà, la recette miracle, ça fonctionne pas. Il faut penser à 360. Et se demander finalement, c'est quoi le risque que je prends, c'est quoi l'opportunité que je prends et être à l'aise avec. Créer un portefeuille, c'est créer une équipe de foot où tu as des attaquants, tu as des défenseurs, etc. Et il faut chercher à avoir un truc cohérent. Et donc voilà.